Moi, je pense que on est dans le macronisme. Toute opposition est insupportable. Sans raison, sont les sachants. Et lorsqu'on aborde le capitalisme de connivence, nous savons de quoi nous parlons. On sait que Vinci n'a pas eu Notre-Dame-des-Landes. On sait très bien que Vinci fait tout pour avoir Aéroport de Paris. On sait très bien que le président Macron, lorsqu'il était ministre, voulait déjà cette privatisation, qu'il a fait celle de Toulouse qui a été un échec. Et donc, lorsqu'on met ce gouvernement devant ses responsabilités, là c'est sacrilège. Là c'est insupportable. Et je maintiens, c'est un capitalisme de connivence. Regardez dans les cabinets, il y a des personnes qui ne travaillent, qui ont été embauchées que sur ces questions-là. Et donc, je maintiens que c'est un capitalisme de connivence. Est-ce qu'il y a une forme de menace aussi entre les lignes de la part de l'exécutif lorsque c'est ce genre d'argument qui est évoqué, la suppression du Sénat qui revient au détour de l'examen d'un projet de loi, c'est pas anodin? C'est pas anodin, c'est en gros, rangez-vous, sinon c'est la suppression du Sénat. Écoutez, il y a des personnes plus célèbres que le président Macron qui essaient de s'attaquer au Sénat et ça ne s'est pas toujours très bien passé. Et aujourd'hui, les Français s'aperçoivent une chose. Il n'y a qu'une opposition au gouvernement, c'est le Sénat. Faites attention, vous allez disparaître. C'est quoi cela? Vous vous rendez compte? J'ai rarement vu, dans un hémicycle, des menaces aussi ouvertes. Vous n'avez pas envie de vivre debout, mesdames et messieurs, tous les jours dans le stress qu'on est là actuellement. La 5e vague, la 8e vague, la 15e, demain la variole du singe, demain la variole de la tomate. Non, il faut arrêter. Voilà. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Si on ne dit pas stop, eux, ils nous prennent, ils vous dégagent. Et ça, c'est l'esprit franc-maçon. Parce qu'en définitive, les francs-maçons actuels, ce n'est pas les francs-maçons de l'époque, qui existent encore, qui sont encore famille. Ceux-là, heureusement, ils sont là parce qu'à l'époque, ils ont fait du bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a des francs-maçons qui ont fait du bien. Humaniste. Ouais. N'oublions jamais, c'est vrai, Christophe, tu as raison, parce que c'est toi qui me l'avais relevé, je l'avais oublié. Parce que force à force de parler de francs-maçons, mais moi, je n'en parle pas des bons. Et là, j'ai fait une erreur. Donc, tu vas bien, avant l'interview, tu vas en parler, effectivement. Les autres. Procès. Un procès à vie en prison. Et encore, il y en a qui parlent de la guillotine. Mais au minima, à vie, comme aux États-Unis, on rentre, ils ne sortent plus. Ces gens-là, c'est des criminels. Moi, je pense à des personnes âgées. Tu vois, quand tu parles, tu dis ça, donc j'ai une forme de symbolique qui arrive en fait. Quand tu dis qu'il faut sauver la France, c'est la plus belle de toutes les phrases. Mais quand on réfléchit que la France est quand même, franchement, qu'on le veuille ou non, était le pays symbolique des droits de l'homme. D'accord? Oui. Les droits de l'homme, c'était l'image de la France. C'est l'image qu'a traversé le monde entier. D'accord? Eh bien, sauver la France, pour moi, c'est simplement qu'elle retrouve cette image-là, en fait. Oui, elle retrouve l'image des droits de l'homme. Et là, tu sais, moi, peut-être que on a une mission propre, que notre pays a une mission propre qui est attachée à ça. Et demain, la compréhension des gens, la lumière, ce que je disais tout à l'heure, là, que les gens se mettent à s'unir pour travailler dans ce sens-là. Si on travaille vraiment dans le respect du droit de l'homme, on est capable de tout bouleverser, en fait. On n'est pas des voyous. On est des gens sensés. On veut, tu as raison, tu as dit ce mot, sauver la France. Parce que si on ne la sauve pas, on y va. On est indétachable. On ne peut pas nous détacher de ça. Sauver la France, ça veut dire le mot, que ça ne peut pas aller. Et on le voit tous les jours par cette violence, par la violence, les hommes politiques, comment ils se comportent. C'est d'abord eux qui devraient donner l'exemple. Mais comme la tête, elle est pourrie, le bas ne peut pas aller. C'est presque, c'est pas normal. Non, c'est normal. Ça fait partie de l'éducation que j'ai eue. Et aujourd'hui, on a renversé. Alors, la République, c'est quoi? C'est les philosophes des Lumières qui ont fait la Révolution. C'est Diderot, Rousseau, parce que c'est ce qu'on apprend à la faculté de droit. La première des choses, c'est l'histoire du droit. Donc, c'est ces gens-là.
Et n'oublions pas, je rappelle quand même ces gens-là, qui avaient remis en cause la royauté et qui avaient donné des droits, je rappelle quand même à l'époque, en 1789, aux animaux. Ça, vous ne le savez pas, parce que j'ai fait une thèse. Donc, c'est les philosophes des Lumières qui ont dit, les animaux ont aussi une âme, un truc, un machin. Donc, c'était des humanistes. Et en même temps, après, les droits de l'homme, comme tu dis, la déclaration. Donc, ils ont vu vraiment large. Et eux ils avaient vraiment l'humanisme. Il y avait trois trucs. Les animaux, les êtres vivants, animaux, les humains et les végétaux. Pour eux, c'était indissociable. Ne l'oubliez jamais. Et aujourd'hui, ça se répercute parce que les végétaux, c'est l'écologie. On l'a brûlé. On a fait de la terre une poubelle. Et regardez, les trois, sans les trois, on ne peut pas. On ne peut pas vivre. On est indissociable. Et aujourd'hui, ces braves gens, ils ont tué la terre. Ils l'ont tué. Ils nous ont divisés pour mieux régner. C'est à nous à être plus forts. Est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui sont allés chercher, vous savez, des sacs pour aller manger, qui n'ont pas d'aide en plus, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de RSA, de machin, ce qu'on veut, hein. Et les vieux, comment ils sont morts, on respecte notre société. Donc, c'est-à-dire, les jeunes, on ne les respecte pas, et les vieux, on les fait mourir. Et les jeunes, on les fait mourir de faim. Et après, au milieu, c'est nous tous, vous avez le droit de vous taire, vous restez à la maison, vous avez le masque, les mensonges à tout va, et voilà. Donc, moi, j'aimerais, je vous le dis honnêtement, que ces gens-là finissent en prison parce qu'ils ont tué des gens. On a découvert cette nichée de calotins, comme disent les Bleus, puis on les a bien sûr massacrés et on a mis le feu. La France n'a jamais exterminé un peuple. La France n'a pas inventé la solution finale. Très tôt, ils décident de l'extermination. Mais vous savez, ce n'est pas une spécificité de la Révolution française. La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire. C'est des cris épouvantables dans la campagne et il faudra attendre le soir pour que des gens viennent constater, n'est-ce pas? La France n'a pas commis de crimes contre l'humanité. La France n'a pas commis de génocide. On a poussé jusqu'au bout l'expérience en Vendée parce qu'on a voulu en faire un laboratoire. Ils ont entassé des fagots de bois, de fournis à l'entrée de la caverne et ils ont tout fait brûler, hommes, femmes, enfants. Nous avons retrouvé l'intégralité du dossier. La première chose qui frappe, c'est celle-ci. Des calvaires et des croix, partout, à chaque carrefour, presque à chaque coin de rue, chaque route de campagne, au détour de chaque parcelle de terre. Comment expliquer cette multitude de signes? Le paysage religieux de Vendée est lié à son histoire. Son histoire, ce sont les guerres de Vendée. Depuis l'effroyable épisode qui a vu martyriser cette partie de la France durant près de 6 ans, l'eau a coulé sous les ponts bien sûr, mais les traces sont présentes plus que jamais. 1789, ce qu'on appelle à tort la Révolution française, éclate à Paris. Non dans toute la France, mais dans la capitale, essentiellement. Non tout un peuple, mais quelques milliers d'individus à peine. Plus précisément, quelques centaines de personnes au départ, haineuses de la monarchie et manœuvrant pour son renversement. L'historien et journaliste Pierre Gaxotte, ancien membre de l'Académie française, écrira dans son livre sur la Révolution que les événements éclatent dans un pays florissant et en plein essor, non dans un pays épuisé. Cette révolution est vivement désirée par l'Angleterre qui déteste la France. La France qui est encore la 2e puissance maritime au monde. Autre raison, le royaume de France domine
par sa langue qui est parlée dans les cours royales, notamment à la cour britannique. La France domine enfin par sa culture qui fait l'admiration de tous. Pour se convaincre de la joie des politiciens anglais lorsqu'éclate la Révolution, il suffit de lire Edmund Burke, politicien britannique de l'époque. Les Français se sont montrés les plus habiles et révolutionnaires artisans de ruines qui aient jamais existé au monde. Ils ont entièrement renversé leur commerce et leur manufacture. Ils ont fait nos affaires, à nous, leurs rivaux, mieux que 20 batailles n'auraient pu le faire. C'est dans ce contexte de la haine de la France, la haine de la monarchie, qu'un petit groupe, au départ quelques centaines de personnes seulement, parmi lesquelles les sinistres Robespierre, Marat, Rebelle, Carnot, Danton, vont faire basculer le régime et plonger le pays dans la terreur. Les premières exécutions commencent au nom d'une soi-disant liberté. Des villes comme Marseille et Lyon tentent de se soulever contre cette république naissante et dans l'Ouest, la Vendée, proclamant son soutien au roi et à Dieu, se révolte. Jusqu'à une période récente, tous les historiens et tous les descendants, tant des victimes que des bourreaux, étaient d'accord pour dire que la guerre de Vendée était exclusivement une guerre civile, avec des atrocités de part et d'autre, des dérapages, etc. Bien entendu, la guerre de Vendée est avant tout une guerre civile. Il y en a un peu partout en France. Mais, au-delà de cette guerre civile, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, qui est réfléchi au plus haut niveau de l'État, qui est organisé, planifié. C'est l'extermination de l'autre, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est tout ce que la République vomit. Le Vendéen est catholique, attaché à Dieu, à ses prêtres, à ses ordres religieux. Il est attaché à ses traditions de toujours, profondément attaché au roi de France. Il faut donc le traiter comme ennemi du peuple et rapidement l'éliminer. Voici des documents exceptionnels, les preuves des plans d'extermination que Reynald Secher a retrouvés dans les archives nationales à Paris. La lecture de ces documents officiels glace le sang. Ici, on lit par exemple ceci. Le comité de salut public a arrêté que les brigands, autrement dit les Vendéens, doivent disparaître en peu de temps. Non seulement de la Vendée, mais de toute la surface de la République. Et voici le rapport du général français républicain Westermann. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de nos chevaux, massacré les femmes, qui au moins pour celles-là n'enfanteront plus de brigands. J'ai tout exterminé. Nous ne faisons pas de prisonniers, car il faudrait leur donner le pain de la liberté, et la pitié n'est pas révolutionnaire. Un sinistre politique écrira notamment « Plaçons la terreur à l'ordre du jour ». Alexandre Minier du Journal de Paris parlera des Vendéens comme d'une race exécrable et le député de l'Eure, Adrien Francastel, de race abominable. Quelles sont les raisons profondes du soulèvement progressif et général de la Vendée et des départements voisins? La constitution civile du clergé, un problème de conscience qui oblige les Vendéens
à prendre la lutte, car il leur est impossible de servir la cause révolutionnaire. Autre raison, on va imposer aux hommes de 18 à 40 ans de servir dans l'armée républicaine destinée à combattre l'Autriche. Un tirage au sort est effectué. Pour se défendre, les paysans viennent chercher un certain Jacques Catlino, lui demandant d'être leur chef. Catlino habite cette petite maison du Pain aux Mauges. Les paysans sollicitent également Charette dans le pays de Ré, Delbé, Bonchamp, Sapineau de la Verrerie, Lescure et Stofflet. La grande armée catholique et royale se constitue parmi ses chefs un jeune homme remarquable, et par la bravoure qu'il manifestera dans les combats, et par l'âge qui est le sien, car il n'est âgé que de 20 ans. Son nom, Henri de la Roche-Jacquelin. Ce 13 avril 1793, ce seront près de 2000 paysans qui viendront le chercher, ici même, dans la cour de son château aujourd'hui en ruine, car plus tard, brûlé 5 fois par les républicains. Voilà, et c'est donc ici à gauche. Nous sommes au cœur de la Vendée en compagnie de Jean-Camille et Meuriot. Il est restaurateur de profession. Il a écrit un ouvrage passionnant racontant l'histoire de ses ancêtres. Il nous emmène à proximité du village de Chantoceau, un village où 27 personnes ont été massacrées par les Bleus, par les soldats républicains. Nous sommes le 17 mai 1794. Déjà, les colons ont déjà ratissé Chantoceau et toute la région déjà au mois de mars. Mais voilà que tout d'un coup, on entend à nouveau des coups de feu. Les gens s'affolent, les Bleus reviennent, et c'est vrai, les Bleus revenaient. Alors les gens ont pris peur, il y a 27 personnes environ du bourg de Chantoceau qui sont partis se réfugier ici dans une ancienne caverne qu'il y avait dans le vallon là. Les Bleus, en arrivant ici, ils ont entassé des fagots de bois, de fournis à l'entrée de la caverne, et ils ont tout fait brûler, hommes, femmes, enfants. Nous nous rendons chez Jean-Camille à quelques kilomètres d'ici. Jean-Camille veut nous montrer un document d'époque, le registre d'un prêtre du village de Drain qu'il a sauvé de la destruction il y a quelque temps. Dans ce registre, le prêtre y a consigné les meurtres qui ont eu lieu sur la commune. Gens massacrés les 16 et 17 mars en 1794 par l'armée révolutionnaire, et là ça a été rayé, ça a été raturé, dont la mission était de mettre tout à feu et à sang dans la Vendée. Et alors là, j'ai retrouvé la liste de tous les massacrés de Drain, et dont ceux qu'on a massacrés dans la forêt du parc, où il y a les noms de mes ancêtres, évidemment. Mais ce n'est pas la seule. Toutes les familles de Drain ont été en grande partie massacrées. Puisque, en fin de compte, quand on fait le compte, il y a 160 et quelques victimes. Sur la commune? Oui. Les mois passent, les massacres se répètent. Parce que la République ne parvient pas à mater les Vendéens, elle va semer la terreur. Parmi les massacres qui resteront dans les mémoires des habitants, les Luc-sur-Boulogne. Ici, c'était réfugier des femmes par ce chemin, n'est-ce pas, poussé en quelque sorte par les Bleus, et avaient pénétré dans la chapelle. Donc, on les a évidemment éliminés, exécutés, puis ensuite on a mis le feu à la chapelle. Le massacre a beaucoup marqué parce qu'il a eu lieu dans des conditions absolument épouvantable. On cite par exemple dans un village le cas d'une jeune femme qui est enceinte, que les Bleus vont assassiner, lui arracher la langue et ensuite lui arracher l'enfant qu'elle porte, etc. C'est des cris épouvantables dans la campagne. On a un document ici extraordinaire qui est absolument indéniable. C'est le registre que tenait le curé du temps, qui est l'abbé Barbedette, qu'on surnommait par ici le curé Grand-Beau. Il a laissé un registre où tous les noms sont consignés. Donc on peut suivre village par village les atrocités. On peut connaître les atrocités, ou plutôt les destructions humaines dans chaque famille. Par exemple, la famille Simoneau, je crois qu'elle compte 18 victimes. Et voici
Dans la chapelle construite sur les ruines de l'ancienne église, le nom des 564 victimes des Lucs-sur-Boulogne. Parmi elles, 110 enfants de moins de 7 ans, 33 enfants de moins de 2 ans et des bébés tout juste nés. Il y aura le massacre des Lucs-sur-Boulogne, il y aura aussi, à 105 km d'ici, le massacre de la forêt de Vezin. Un camp de réfugiés, des paysans et leurs familles, mais aussi un hôpital de campagne. C'était le quartier général de Stofflet. À la suite d'une trahison, les républicains vont assassiner près de 2000 personnes. Puis le feu sera mis à la forêt. Il y aura enfin les noyades dans la Loire, imaginées par Jean-Baptiste Carrier. Noyades où le sadisme sera poussé à l'extrême. On attachait les hommes et les femmes ensemble, nus, et on faisait couler les embarcations. Les tortionnaires appelaient cette pratique les mariages républicains. Si les noyades prenaient trop de temps, on perçait les malheureux à coups de baïonnette. Au moins 5000 Vendéens mourront de cette atroce manière. À de nombreuses reprises, l'armée catholique et royale remportera d'incroyables victoires contre la République. À Thouars, le 5 mai 93, à Fontenay, le 25 mai, à Saumur, le 9 juin. Des victoires qui, à diverses périodes, seront bien près de faire vaciller le nouveau régime. Mais la fureur de la Convention sera à la hauteur de ses ambitions. Elle redoublera de vengeance et de cruauté pour parvenir à ses fins. Sentant les armées vendéennes perdre de leur force en raison de la mort de nombreux chefs, les paysans et leurs familles, soit 80 000 personnes, paniquées, traversent la Loire pour fuir. C'est ce qu'on appellera la virée de Galerne. Lorsque le 23 décembre 1793, 3 mois plus tard, ils reviennent sur leur terre, l'armée catholique et royale, les Vendéens, sont anéantis. Des 80 000 personnes, il n'en reste qu'environ 30 000. Beaucoup sont morts de froid, de faim, d'épuisement. La République exprimera alors toute sa vengeance. Ce sera le début du génocide, la construction de fours humains et les tanneries de peau humaine que l'on verra aussi à Lyon et Marseille. Comment expliquer cette folie finalement qui s'est emparée des personnages les plus haut placés de l'État pour chercher à anéantir un peuple? L'idéologie. Nous ou les autres. Et ils sont tellement convaincus, c'est toute la pensée de Rousseau. Si le peuple pense mal, il faut changer le peuple. Donc, ils ont essayé de changer le peuple. Il n'y a que 2 solutions pour changer un peuple. Soit on le régénère, soit on l'extermine. Et ils ont essayé de le régénérer dans sa globalité. Le tollé a été tel, la résistance a été telle, que très tôt, ils décident de l'extermination. Mais vous savez, ce n'est pas une spécificité de la Révolution française. Vous avez un certain nombre d'autres régimes de même nature qui ont œuvré dans le même sens. Tous les systèmes qui privilégient un système sur l'autre de manière totalitaire, globale, systématique, entraînent les mêmes conséquences. L'élimination de l'autre, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. On va éliminer le clergé parce que c'est le clergé. On va éliminer le noble parce que c'est un noble. Il y a l'histoire officielle et puis la véritable histoire en France, sur beaucoup de sujets. C'était il y a 222 ans. Ces massacres, ce génocide, organisé, planifié par l'État, n'a jamais été reconnu. La France se tait, le silence est assourdissant. Les chefs d'État se succèdent aux affaires de la France, le génocide est nié, en dépit des preuves irréfutables. Pas un mot dans les manuels scolaires de l'extermination de cette partie du peuple de France, pas un mot, c'est à peine croyable. Quand on sait qu'ils furent 180 000, au moins, femmes, enfants, soldats, vieillards, paysans, à avoir été massacrés pour ce qu'ils défendaient, en particulier la foi catholique. C'est ce que Rénal Séché rappelle fort justement
un mémoricide, l'effacement volontaire par la République de pans entiers de l'histoire de France, de faits qui dérangent véritablement la République. Finalement, en taisant ce génocide, la République française, les Républicains, grands donneurs de leçons, en particulier aujourd'hui, n'ont pas grand-chose à envier à ce que firent Lénine, Staline ou Hitler. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en les vaccins et qui ne sont donc pas vaccinées. Pour différentes raisons. Mais la raison principale, c'est la peur. Ces personnes ont peur du vaccin, ont peur des piqûres, ou ont peur de choses irrationnelles. Vous avez entendu toutes ces histoires. Et ce sont des personnes tout à fait décentes qui ne se font pas vacciner, mais elles ont tout simplement peur. La peur, c'est une émotion forte. Alors ce que j'ai envie de dire à ces personnes, c'est que la décision de se vacciner ou de ne pas se faire vacciner n'aura pas un impact sur vous seulement. Cela aura un impact sur les autres. Cela aura un impact sur ce que vous aimez. Vos voisins, vos grands-parents, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Alors, ne laissez pas la peur vous submerger. Est-ce que tu penses que nos camarades qui sont sur le terrain sont conscients que s'ils continuent à matraquer et à maltraiter les citoyens pacifiques qui se manifestent, forcément il arrivera un moment où ils vont exploser et ça va se retourner contre eux? Oui, il y a trop tiré sur la corde elle casse, hein, ça c'est logique. Et puis regardez l'histoire, je veux dire, on peut décrire le système, parce que je sais qu'il y a un problème à nommer le système dans lequel on vit. Bon, on peut déjà dire qu'il n'est pas démocratique, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est une tyrannie? Est-ce que c'est du totalitarisme? Est-ce que c'est une dictature? Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas ça la liberté. Votre rôle, ça sert à quoi? Vous servez à éviter les guerres? Mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après, vous nous embêtez en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter les gens de terroristes. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. C'est de l'esclavage. Voilà pourquoi j'aime écouter des jeunes frères comme Kémy Séba, comme Nathalie Yang, comme Ousmane Sanko. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent est vrai. L'Afrique est devenue un continent d'esclaves. Nos enfants qui vont se noyer, pourquoi? Ils viennent se livrer en esclavage en Europe. C'est de l'esclavage. Et cela est valable pour tous les Noirs, qu'ils soient des Antilles ou des États-Unis. Il faut reconstruire l'homme africain en se disant ses vérités et que nos chefs soient un peu libérés parce que eux, ils ont le flair à la tempe. Voilà pourquoi ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire, transformer nos matières premières. Patrick, tu trouves normal qu'un continent comme l'Afrique, il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire et que M. Macky Sall, qui a d'autres chats à fouetter, aille s'humilier devant M. Poutine pour qu'on libère les céréales? On a le fonio, on a le maïs, on a le mil. Il y a Tchéké, il y a Garba, il y a Tchapoudjen. Il y a plein de bas-fonds cultivables pour faire du riz. Ce n'est pas du riz qu'on va attendre d'Asie. Ok? Donc tout ça, ok, c'est parce que vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. C'est vous les terroristes. Ça c'est certain, les gens ne sont plus libres de s'exprimer, les gens ne sont plus libres d'aller et venir, les gens ne sont plus libres
la presse n'est pas libre, enfin voilà, la liberté, ils sont même plus libres de leur propre corps, hein, c'est quand même fou, imaginez-vous, quoi. Hein. On leur dit, vous allez vous obliger à vous injecter une substance expérimentale. Lorsqu'on ne diffuse pas une information, je cite Code Santé Publique, et les bonnes pratiques de pharmacovigilance qui sont intégrées au Code Santé Publique, clair, loyal et approprié, on prend le risque de vicier le consentement qui doit être normalement libre et éclairé et surprotégé, puisqu'on est encore dans le cadre d'un essai clinique. Eh bien, quand on ne fait pas ça, on prend le risque de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est juste pour vous montrer à quel niveau on se situe, au niveau de l'information, comme a dit Madame la sénatrice, c'est le nœud du problème. Ce n'est pas le vaccin le problème. Le problème, ce n'est pas le vaccin. Le problème, c'est l'obligation de faire intégrer des gens dans un essai clinique de force par une obligation, par la loi, une loi, entre guillemets, qui n'a toujours pas été validée par le Conseil constitutionnel, l'article 12, pour les professionnels de santé, pour les pompiers et tous les personnels qui sont soumis à cette obligation. Les parlementaires qui ont... Pardon, rappelez-nous juste, je devrais savoir, mais l'article 12, c'est celui qui... L'article 12, c'est celui qui consacre l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, pour les pompiers et toutes les autres professions. Et l'article 14, celui qui consacre les sanctions. C'est-à-dire le fait de désactiver socialement ces professionnels de façon extrajudiciaire. En France, vous avez une quinzaine, je crois, de départements socialistes qui ont proposé de supprimer le RSA aux gens, pareil, qui refusaient de se faire vacciner. Donc, au niveau mort social, on y est. Hein. Il faudra peut-être mettre ça dans le code pénal au niveau de nouvelles infractions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Diane, mais à mon avis, on y vient. Tout comme les nouvelles formes, on va dire, d'autoritarisme, ça aussi, c'est un sujet vaste, on pourrait le développer. Mais en gros, vous arrivez en fait à un État qui force sa population à faire quelque chose qui est complètement illégal par les traités internationaux et par le droit européen, à savoir on ne force pas les gens à se faire injecter des produits, que ce soit par l'arrêt Wawrinka du 8 avril 2021 avec les critères qui ne sont absolument pas remplis pour la Covid-19, ou que ce soit simplement parce que vous violez non seulement la lettre, mais aussi l'esprit des traités internationaux qui protègent les droits de l'homme et les conventions européennes, pareil. Le pass sanitaire, on peut en parler, qui se transforme en pass vaccinal. Dès qu'il a été mis en place, il a été illégal. Pourquoi? Parce que vous avez un règlement européen numéro 2021/953 du 14 juin 2021, publié au journal officiel le 15 juin 2021, qui explique clairement que tous les États membres de l'Union européenne, s'ils veulent mettre un pass sanitaire en place pour favoriser les déplacements entre les différents États, ne doivent mener à aucune forme de discrimination. Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est tout l'inverse qui s'est passé depuis le début. Les discriminations ont tombé, on n'a plus sur la tête de toutes les personnes qui refusaient d'en avoir un, puisqu'ils ne pouvaient pas du tout avoir les mêmes droits que les autres citoyens, se déplacer librement, etc. Donc, si vous voulez, quand vous regardez même ne serait-ce qu'un dictionnaire, vous vous rendez compte que c'est un apartheid. L'apartheid, je le rappelle aux gens, quand même, ne prend pas scientifiquement et étymologiquement le critère racial. Donc ce qui est en train de se passer là, c'est un apartheid. Et tout le monde accepte. Et je rebondis juste, quand même, pour que les gens puissent avoir une idée assez claire, sur tout ce qui a été violé au niveau juridique pur, donc en tant que professionnel du droit, ça donne tout ça. Tout ça. Aussi bien au niveau national, européen qu'international. L'obligation vaccinale, par exemple, vous avez la Convention Oviedo, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration d'Helsinki, la Déclaration de Genève, le Code de Nuremberg, le serment d'Hippocrate, bien sûr. Droit européen, vous avez la CESDH, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le règlement européen que je vous ai cité tout à l'heure, l'arrêt de la CEDH de Wawrinka, le règlement général de protection des données personnelles aussi par rapport aux informations qui circulent, les résolutions du Conseil de l'Europe, et puis bien sûr je passe sur tout ce qui est national, puisqu'une fois que le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y a pas de problème, et bien dans ce cas-là, on balaye d'un revers de main tout le reste. Tout ça pour faire comprendre aux gens un truc très important. À partir du moment où le peuple est dépossédé du pouvoir souverain qu'il a, parce que les élites font à peu près sur le plan juridique n'importe quoi, et que les juges qui font partie du pouvoir judiciaire refusent de faire leur métier correctement, à savoir rétablir la séparation des pouvoirs qu'il y a entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, à ce moment-là, il faut comprendre qu'on a déjà vrillé dans autre chose. On est déjà passé de l'autre côté du miroir. Et que donc vous avez un état de droit qui est déjà à terre, vous avez des principes démocratiques et républicains qui sont également bafoués jusque dans leurs fondamentaux eux-mêmes, vous avez les dérives d'une nouvelle forme d'autoritarisme, voire de totalitarisme, et là je ne parle pas uniquement de la France, je parle de tous les pays qui ont été axés dans cette démarche par rapport à ces produits, notamment, encore une fois, expérimentaux, parce que je rappelle que les produits expérimentaux, la phase 3 n'arrivera à échéance qu'en 2022, fin 2022 pour les plus tôt et 2023 pour les autres. Donc on y est clairement. Donc si vous voulez, quand vous arrivez à un stade de constat scientifique de ça, honnêtement, chaque citoyen, en fait c'est le point que je veux dire, chaque citoyen à un moment donné va devoir se poser la question pour lui-même, avec sa propre conscience, avec sa propre âme. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rétablir l'odeur de sainteté de toutes ces institutions qui ont disparu ?
Parce que là, on parle ensemble de façon très courte, en quelques minutes. Mais si vraiment on devait prendre des heures pour développer, je peux vous assurer que ça ferait peur à plus d'une personne. Bien plus que le Covid. Bien plus. La fin de l'état de droit, c'est aussi le fait qu'on voit un État qui extorque le consentement des gens. En mépris de tous les droits de la défense, sans entretien préalable, et qui nous a propulsé, je ne sais pas, un siècle en arrière en termes de droit du travail notamment. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a été saisi par les parlementaires lors du contrôle de constitutionnalité a priori, pour les professionnels de santé, la question de la constitutionnalité des articles 12 n'a pas été soulevée. Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de relever cela d'office. Il ne l'a pas fait. Et toutes les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été soulevées dans le cadre des litiges ont été rejetées, bloquées par le Conseil d'État notamment. Et voilà, alors, juste pour vous dire, voilà. Oui, docteur Omlil, ici on est plus sur une analyse politique, alors respectable, mais plus sur les questions politiques et éthiques que sur les questions techniques. Quand on sait que Pfizer par exemple, est comment dirais-je, une entreprise pharmaceutique qui a été condamnée de multiples fois à des amendes records pour charlatanisme, pour falsification de données, et tout ce que je dis là est vérifiable. Vous faites quelques petits clics sur Internet et vous pourrez le voir. Donc c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Et donc nous, on doit faire confiance à ces menteurs professionnels, ces gens-là qui ne nous veulent pas du bien, et ils sont en train de tirer sur la corde. Et oui, collègues gendarmes et collègues policiers, non, là, il faut que vous ayez conscience que vous êtes des citoyens également. Vous n'êtes pas juste un uniforme, vous êtes père de famille, vous avez des frères, des sœurs, des mamans, et vous êtes confrontés à cette réalité-là aussi. Votre mère, elle a peut-être une petite retraite, votre sœur, elle a peut-être un handicap, j'en sais rien. Bon, bah voilà, tout ça, il faut y penser, et c'est pas pour dans 10 ans, c'est actuel, c'est en train d'arriver. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience très importante et très urgente de nos collègues. Et ça passe par éteindre sa télé, éteindre la radio, arrêter de lire des organes de presse qui sont contre vous, contre les citoyens, qui sont achetés par l'oligarchie, et il faut se documenter ailleurs. Et pour ça, vous en avez beaucoup. C'est pas compliqué. Vous avez plein de médias alternatifs qui vous donneront une autre vision des choses. Alors peut-être parfois ils peuvent se tromper aussi, mais enfin bon, tout le monde a le droit de se tromper, et puis quand vous voyez le nombre de mensonges qui sont véhiculés dans les médias mainstream, comme on dit, bon voilà, mais en plus, vous gendarmes et vous policiers, vous avez ce devoir, parce que vous enquêtez sur le terrain, vous effectuez des enquêtes judiciaires. C'est quoi une enquête ? Une enquête, vous récoltez le maximum d'éléments, vous faites des recoupements d'informations, vous faites du recoupement, et à la fin, vous essayez de vous approcher de la vérité au mieux, quoi. I think that it's really a fulfillment of a dream that we had together with my leadership team when we started in 2019. The first week we met in January of 2019 in California, and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023, we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today, this dream is becoming reality. Je me suis fait vacciner comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas eu d'effets secondaires. Et quand on regarde les choses, en France, on a eu plus de 70 millions de doses injectées, et moins de 65 000 effets secondaires qui ont été répertoriés, et parmi eux une écrasante majorité d'effets secondaires extrêmement bénins, c'est-à-dire de la fatigue, un peu de fièvre qui dure 1 ou 2 jours. Les formes graves sont très rares. Je m'appelle Emmanuelle Darle et je suis membre du Conseil scientifique indépendant. Je m'exprime ici en tant que citoyenne en dehors de toute institution. Début avril, Christine Coton, Vincent Pavon et moi-même, entre autres, avons été auditionnés par quelques membres de la commission d'enquête sur les effets indésirables des vaccins Covid-19 diligentée par le Sénat. Ces auditions ont été enregistrées et capturées, captées par informatique, donc pour retranscription et rediffusion sur le site du Sénat.
Durant ces auditions avec Vincent Pavant, nous avons alerté d'augmentations historiques et inédites de certaines pathologies, notamment une augmentation de 1788% concernant les troubles du cycle menstruel, 732% d'AVC en plus durant 2021, dus ou qui pouvaient être causés par ces injections. Autant de cécité durant 8 mois de vaccination que pendant 30 années cumulées, tous vaccins confondus. Nous avons également alerté que ces injections étaient extrêmement néfastes pour les enfants en bonne santé. Christine Coton a alerté quant à elle sur le fait que les essais cliniques étaient largement défectueux. Ces essais cliniques conduits par Pfizer étaient visiblement insuffisants. Et sa conclusion étant que ces injections n'auraient même pas dû passer la phase 2. L'Office parlementaire, donc l'OPEC-ST, a bien enregistré tous nos propos. Ils sont à ce jour non diffusés au public et non retranscrits au public, comme, logiquement, ils auraient dû l'être. Le 24 mai aura lieu une audition publique. Sur les 14 personnes auditionnées, seules 3 porteront une parole contradictoire, sans mentionner les effets indésirables de ces vaccins que l'on peut remarquer à la fois dans les bases de données de pharmacovigilance européennes et américaines. Comme vous pouvez le voir sur cette hiérarchie des normes, le fait que vous êtes une créature vivante et universelle, vous donne légitimité et réalité. Votre humanité est située au premier rang des normes, car le pouvoir réel et légitime est en vous, en tant que créature humaine. Juste en dessous, vous avez les droits de l'homme, actant sur les droits naturels, divins. As the world watches and listens in horror, the peaceful pro-democracy demonstration in China comes to a violent and bloody end. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Wolves hiding nearby, whispering do or die around me. You say your last good night while I There is another very important phase of warfare. It has as its target not the body, but the mind of the enemy. The target of psychological warfare is against the enemy's mind. It is words and ideas. The ammunition used by Psywar. Its mission is to influence the thoughts of the enemy soldier, and at the same time is expected and encouraged to study foreign languages and the social sciences such as history, economics, and sociology. He must have a broad and sympathetic understanding of all phases of human experience. Gripping at my skin, the walls of night close in. But the use of this force as an integral part of combat has now taken on new form. My last goodbye.
These are the Psy-War soldiers. Because I'm dying. It seems. I've been here before, so I can't say for sure. God has played ping pong with my soul, but at this point, my health situation has seriously changed. Basically need a wheelchair to move around and need help taking a shower, preparing food, going to the bathroom. So as I look at this stage of my life, and my body is failing me, legacy becomes essential. I think life is much bigger than any one individual. And if we could set up systems in place that can propagate principles of truth, of love, of courage, to do what's right, not what's easy. I think that's a worthy use of someone's last energies. I want the epitome of truthful messaging, journalism, through various platforms, whether it's social media, regular media, print media, irrelevant, word of mouth. In houses of worship, I want the truth like a mantra propagated. I'm presenting to you a different perspective than what you've been told. Tout ce qu'on vous dit depuis plus de 2 ans, je crois qu'on n'a pas tout faux, au contraire, et que plus ça va aller, pire ça va être pour tout le monde. Là, c'est ce que vous devez faire aujourd'hui, parce que l'heure est très grave. Vous devez vous informer, vous devez vous documenter, ça prend pas forcément beaucoup de temps, sur d'autres médias que ce qu'on vous vend à longueur de temps à la télé, et vous allez voir que vous allez avoir une autre vision des choses, et ça va vous permettre d'affiner votre vision de la réalité aujourd'hui, qui est complètement biaisée. Donc informez-vous, déjà commencez par vous informer, et ensuite quand ça sera fait, quand les esprits vont s'éveiller, je pense que mécaniquement, il va y avoir des discussions entre les gens et qu'il va se passer des choses. Je pense. Mais pour ça, il faut commencer par s'informer. Hein. C'est très important. Il faut arrêter de... moi, je ne cautionne pas. Je sais que tout le monde a des journées difficiles. Mais il y a un moment donné, juste me dire « oui, j'ai des journées difficiles, je m'assois le soir et je regarde BFM TV », c'est pas suffisant. Tout le monde vit une époque difficile. Tout le monde. Le routier, l'agriculteur, l'infirmière. Et il y a quand même des gens qui prennent ce temps-là pour essayer de s'informer, pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, vous avez, vous, gendarmes et policiers, ce devoir, en tout cas à mon sens, vous avez ce devoir de le faire. Chers Français et chères Françaises, que presque tous les leviers du pouvoir politique, du pouvoir médiatique, du pouvoir judiciaire sont aux mains des francs-maçons et des sionistes, et que ces deux confréries arrogantes, oligarchiques et fortunées pratiquent l'entre-soi et méprisent le peuple français. Ce sont eux qui ont financé la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Ce sont eux qui dictent au président de la République leurs directives et leurs projets de loi. Ce sont eux qui défendent une France multiculturelle, multiethnique et multireligieuse. Ce sont eux qui sont à l'origine du grand remplacement et du chômage abyssal. Ce sont eux qui ont commandité l'incendie criminel de Notre-Dame de Paris et qui œuvrent en secret à la déchristianisation de la France, de l'Europe et de l'Occident. Dr. Zev, you just heard that from Dr. Malone. The truth now about these vaccines finally starting to come out. And it's not hyperbole, and it's not your opinion or my opinion. It's now coming from Pfizer itself, from the pages being released. Your reaction, Doctor? I think I believe in the rule of law. And after military tribunals or Hague-style proceedings, whoever's found guilty against crimes against humanity and mass murder and genocide should be executed. Well, that's a pretty cold and stark reaction. My personal view is that they've overplayed their hand and that they did not expect so many of us to wake up. My personal assessment is
that they were pushed into an early start. They were going to announce the pandemic, or the plandemic rather, in early 2020 when there weren't any cases. And so they had to create these cases, and they did that with the help of the PCR test. But because of this early start, I think it's an early start, they're making many mistakes. And by overplaying their hand, by crossing too many red lines, now they have a problem with more and more people waking up. That's why I think they're going further than they probably intended to go, because we're close to, really, really close, in my view at least, to a tipping point. And I think this shouldn't have happened, at least according to their plans. It shouldn't have happened quite yet. But they need to come up with a new narrative. You can see their desperation in the fact that they're trying to play the same story over again. Monkeypox is nothing but Corona 2.0. And that just shows you that they're hard pressed to come up with something that'll keep people in panic mode. Therefore, I think they're going to need that other narrative to kick in very quickly, and that other narrative being the war in Ukraine, which is probably going to spill over into Germany and then the rest of Europe. That's my personal assessment. Le protocole de Toronto, 666. Fiction ou réalité, qui peut dire? Quoi qu'il en soit, selon certaines informations obtenues en province de France, mais surtout à la révision des événements survenus depuis les 25 dernières années, il apparaît que le scénario décrit dans ce document nous permet de mieux comprendre ce qui, jusqu'à aujourd'hui, paraissait des plus incompréhensibles à plus d'un. Nous livrons en entier ce document, avec en plus une analyse des nouvelles conditions économiques actuelles qui, en elles-mêmes, semblent plus que confirmer l'authenticité de ce dernier. Fin juin 1967, à Montréal, c'est l'Expo 67. À Ottawa, ce sont les derniers préparatifs du centenaire de la Confédération. Aux États-Unis, c'est la contestation à la guerre du Vietnam et, à travers le pays, le Flower Power. Nous sommes près des événements de mai 68 en France, de l'explosion du nationalisme au Québec, du festival Woodstock aux États-Unis. Mais en même temps, cette fin juin de 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du plan de la chute des nations. Chute des nations prévue par les hautes instances de la franc-maçonnerie anglo-saxonne à Toronto, Canada. Le syndrome du larbin, j'ai trouvé ça sur Twitter, alors vous pouvez mettre ça sur pause pour avoir le temps de lire. Allons-y, une petite dernière pour terminer. Quand le gouvernement vous dit que vous n'avez pas besoin de quelque chose, c'est que vous en avez besoin. Autrement dit, c'est une manière de dire ne vous fiez jamais à votre gouvernement et à vos chefs d'État. Tout ce qu'on vous dit depuis plus de 2 ans, je crois qu'on n'a pas tout faux, au contraire. Et que plus ça va aller, pire ça va être pour tout le monde. Il faut comprendre que nous aussi on a des familles, nous aussi on a des enfants, des petits-enfants. On a donné 3 ans et demi de notre vie en continu. Et comme dit très bien JC, il n'y a personne qui va nous aider. Hein. Ça, faut pas rêver. Hein. Donc voilà, on veut l'humain, on veut sauver la race humaine. Et c'est le système qui est pourri. La politique ne changera rien, sauf pour certains égaux. Mais la politique ne changera rien, c'est le système qui est pourri. Le problème que l'on a, c'est qu'à partir du moment où... en fait, tout le droit a été foutu par terre, pour la faire simple. À partir du moment où tout le droit a été foutu par terre, en fait, vous pouvez vous battre sur quasiment toutes les branches du droit. Le droit du travail qui a été violé, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial, le droit international, tout, absolument tout. Donc du coup, ça donne beaucoup de travail à faire, mais c'est pour ça que si dès le départ, on avait été raisonnable, on avait été scientifique, correct et neutre, et qu'on avait dit, ah non, 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 on applique la pyramide de la hiérarchie des normes, tout ce que vous faites là au niveau national, que ce soit en Italie, que ce soit en France ou dans d'autres pays, peu importe. Si on avait fait ça dès le départ, on n'en serait pas là. Et puis je rajouterais aussi une petite chose, c'est que de toute façon, même si c'était le cas, que toute cause est perdue d'avance, je dis bien même si c'était le cas, ce qui n'est pas le cas, mais même si c'était le cas, quand vous savez que votre cause elle est juste, elle est droite, elle est légitime, elle est morale, elle est éthique, j'ai même envie de dire elle est spirituelle, peu importe, vous vous battez jusqu'au bout. Et moi je dirais gardez espoir, l'histoire n'est pas finie, et à chaque fois que l'humanité a traversé des moments particulièrement durs et désagréables, elle s'en est sortie.
Comme vous pouvez le voir sur cette hiérarchie des normes, le fait que vous êtes une créature vivante et universelle, vous donne légitimité et réalité. Votre humanité est située au premier rang des normes, car le pouvoir réel et légitime est en vous, en tant que créature humaine. Juste en dessous, vous avez les droits de l'homme, actant sur les droits naturels, divins.